Bonsoir à tous, bienvenue aux Rencontres des savoir-faire pour cette dernière séance sur les arts décoratifs de la table. Et pour une fois, on a fait un jeu de chaises musicales avec Pierre Saner, c'est lui qui ne pouvait pas être là, et c'est moi qui le remplace sur cette présentation. Alors aujourd'hui, avec Pierre, on a souhaité faire un doux mélange, une douce cuisine avec des condiments qui ne se rencontrent pas toujours et pourtant qui parlent de la même chose. Nous avons d'un côté Pascal Régnier, qui est anthropologue des techniques à l'Université de Paris et qui a travaillé sur un certain nombre de sujets très intéressants. Dès 2002, il publie un ouvrage sur l'outil agricole dans la France du Moyen-Âge. Ensuite, en 2023, il s'intéresse sur un tout autre sujet qui est le vin en Géorgie. Et là, on l'invite pour un troisième ouvrage autour de l'histoire des couverts, l'outil de la mangeaille, si je puis dire, comme évidemment un outil, mais surtout un acte de civilisation. Je crois qu'on peut dire ce terme. Et il va nous parler de ses découvertes et de cet art de l'outil qui est vraiment un art et un phénomène, comme vous le savez peut-être, culturel et si ce n'est civilisationnel, en tout cas en France, à partir du XVIe siècle. Et Deuxième intervenant, on va revenir sur l'outil, vraiment l'outil en main, si je puis dire, avec Robin Gagachian, qui est forgeron, artisan forgeron, coutelier, installé près de Nantes et qui a fondé un atelier qui s'appelle Rouge Forge. Il a plusieurs spécificités, dont l'une c'est la cuisine, les outils de cuisine artisanale, et il a une influence, moi qui me parut étrange, il faut le préciser, d'outils venant des États-Unis. Bon, voilà, donc il nous expliquera exactement quelle est la différence entre ces différences techniques d'outils européens et d'outils américains. Et il a reçu plusieurs récompenses, notamment il a été lauréat métier d'art de la Fondation Banque Populaire. Il a été aussi diplômé, alors j'espère ne pas dire de mal prononcer, mais de la John Heyman Bladesmith Smith, qui a priori, vous direz mieux que moi, qui est le grand rassemblement de l'art du couteau, si je ne me trompe pas. Voilà, vous reviendrez tout à l'heure, et a remporté aussi le trophée des Mains d'Or 2023. Donc on commence tout de suite avec Pascal Régnier, et puis après on fera une petite pause et on enchaînera sur Romain Gagachian. Je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de cette invitation d'abord. Et parler de l'art du tranchant, histoire et savoir-faire, c'est parler de beaucoup de choses et devoir parler de beaucoup d'outils, beaucoup d'armes de tous les pays et de toutes les époques. Et ça ne va pas être possible parce que je ne suis pas magicien. Par contre, on va trouver un cadre, un thème à cette intervention. Et comme on est ici dans les rencontres des savoir-faire qui valorisent les techniques, les métiers, l'artisanat, y compris ceux de la gastronomie, j'ai eu l'idée de parler du couteau et du tranchant du couteau, plus en rapport avec ce thème et avec notre ami forgeron qui est à nos côtés. Donc pour cela, on va faire un plan qui est très simple, clair et logique, et on va s'adosser à la chronologie. Et on va commencer tout de suite par l'origine du tranchant. Vous voyez en haut à gauche un galet taillé qui nous amène à 3 millions d'années en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, dans l'actuelle Tanzanie et l'actuelle Éthiopie. Ces galets taillés sont choisis d'abord dans l'environnement pour leur ergonomie, et puis ils ont un impact qui permet à l'utilisateur de tenir le galet par le côté brut et de travailler avec le tranchant. Cet outil vous paraît très très simple, mais en réalité on a déjà une réflexion sur la technique et une pensée sur l'outil. Le deuxième outil, c'est un biface, vous le voyez ici de face, et si vous le mettez de profil, il est beaucoup plus fin, les deux côtés sont taillés, d'où son nom biface, et les tranchants sont très travaillés. Il est constitué, cet outil, à partir d'un bloc de pierre dont l'opérateur va enlever tout ce qui lui paraît superflu. Et le professeur d'université, chercheur, préhistorien Éric Boéda évoque dans un documentaire à ce sujet un terme de sculpture qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et ce biface arrive vers 600 000 ans en Europe. Et puis vers 500 000 ans en Afrique, il y a une nouvelle technique, c'est le débitage. Alors on a un bloc de pierre qu'on va préparer tout autour pour enlever les scories, les éléments qui sont considérés comme non importants. Et puis on va percuter ce bloc pour avoir des lamelles que vous voyez là, sur des lamelles qui sont mi-longues. Le tranchant est un peu plus intéressant.
et va permettre d'avoir des fonctions différentes sur l'utilisation de divers éléments sur lesquels on va les utiliser. À 200 000 ans, vous avez l'adjonction d'un manche sur le silex. Vous avez ici l'exemple d'une faucille du néolithique qui vient du Caucase, 6e millénaire avant JC. Et dans cet os, vous voyez comment les petites particules de pierre ont été enchâssées. À partir de 200 000 ans, on utilise aussi les éclats, parce que les éclats permettent de faire des actions sur la matière complètement différentes selon le type de matière sur lequel on les utilise. La peau, la viande, le cuir, etc. Vous avez André Leroi-Gourhan, qui est un peu notre maître à tous, qui a synthétisé cette évolution du tranchant par un schéma dont on a repris ici les principaux éléments. Et en réalité, cette évolution du tranchant que vous avez depuis tout à fait en haut, le galet qu'on a vu tout à l'heure, et puis la période mésolithique, qui est la dernière période du paléolithique supérieur, en bas, ce tranchant, pour 1 kg de matière, vous avez un tranchant qui va augmenter selon les périodes pour finir à 100 mètres au paléolithique supérieur. Et alors, il y a pour cela, puisqu'on a la même quantité de matière, une contrainte technique qui est celle de la miniaturisation de l'outil. Et puis, il y a 3 éléments qui viennent à l'esprit à la vue de ce graphique. C'est le premier, que l'homme n'a jamais abandonné le tranchant. Le deuxième, c'est que puisque l'homme ne l'a jamais abandonné, c'est qu'il l'a toujours réalisé. Autrement dit, ça se traduit par un jeu incessant d'apprentissage et de transmission. Sur 3 millions d'années, ça commence à compter. Et enfin, il y a une question de perfectionnement de l'outil. Et ce perfectionnement, il entre en jeu au moment... Alors, il n'est pas immédiat, il est très long, bien entendu, mais il entre en jeu au moment où l'opérateur s'aperçoit de l'efficience de son outil ou de la non-efficience de son outil sur l'environnement sur lequel il est utilisé, et il va essayer d'y remédier. Leroi-Gourhan fait un autre schéma très simple montrant l'évolution des outils avec le fil directeur qui est le tranchant. Et les 2 outils que vous avez en bas à droite découlent directement de l'arrivée des métaux, c'est-à-dire le cuivre, le bronze et le fer, qui permettent d'avoir des nouvelles formes et d'avoir de nouvelles fonctions. Ensuite, alors, on est obligé d'être un peu rapide sur les périodes, mais on va arriver à des périodes plus intéressantes puisque le travail du fer va nous permettre de constater que les Romains, quand ils vont arriver en Gaule, créent des exploitations agricoles où il faudra des outils. Et chaque villa romaine en Gaule a une forge où on fabrique beaucoup d'outils et des couteaux. Vous avez l'exemple d'un couteau en bas à droite qui a été retrouvé en Bretagne et qui date de l'époque gallo-romaine. Ce couteau, vous reconnaissez à peu près la forme. Il n'est pas inintéressant déjà de faire un lien entre la cuisine gauloise, c'est-à-dire la préparation des mets, des viandes, des poissons et des légumes, et l'utilisation des couteaux qui est de plus en plus fréquente dès cette époque. Au Moyen-Âge, le forgeron est déjà opérationnel, il a son bâti de forge, le billot, l'enclume. Vous voyez, ce forgeron, il a un tablier en cuir, un gant, il tient avec la goulue un lopin de fer qui sort de la forge et il le martèle. Ce forgeron, il fabrique un tas d'outils et il peut fabriquer des couteaux. Et le coutelier en tant que tel est reconnu à partir du IXe siècle. Le forgeron travaille avec du charbon de bois. Et quelles sont ses productions ? C'est l'archéologie qui nous permet de retrouver les couteaux fabriqués par les forgerons, par les couteliers. Ces couteaux, vous voyez la lame prolongée par une soie, il y a déjà des informations intéressantes. C'est que la section de la soie que vous avez, elle est rectangulaire. Parce que le forgeron comprend très bien que s'il fait une soie ronde, le manche va tourner. C'est pas quelque chose de très utile en fait. Donc la soie est rectangulaire, en section rectangulaire. Et puis vous avez une virole. La virole apparaît au XIe siècle. Et cette virole, elle n'est pas circulaire. C'est donc une indication sur la forme du manche. La virole, elle va renforcer la partie du manche la plus fragile, celle qui est en rapport avec le début de la lame, et elle va donner une idée sur la forme du manche qui là est ergonomique. Donc les archéologues en France vont retrouver sur certains sites plusieurs dizaines de couteaux. Je pense à Troyes, je pense à Bourges, je pense à Besançon. Et ces archéologues, ils vont comparer d'abord les formes qu'ils ont découvertes avec d'autres formes de couteaux retrouvées en France, et puis ils vont faire une typologie, c'est-à-dire un classement des formes par les époques. Et puis ensuite, ils vont essayer de comprendre la structure du métal, comment il a été forgé ce couteau. Donc ils vont faire des analyses métallographiques, et ces analyses métallographiques vont révéler qu'il y a 3 grands types d'accirage, puisque le plus intéressant, c'est la partie basse de cette lame qui forme le tranchant et qui en principe est en acier.
Donc vous avez la première technique, c'est un apport d'acier. C'est une languette d'acier de quelques millimètres de haut et quelques centimètres de large qui est plaquée sur la partie basse et reforgée avec le couteau. Ensuite, vous avez un insert, on ouvre la partie basse du couteau, on insère la languette d'acier et on la forge pour avoir le tranchant. Et puis la troisième technique, c'est un fer simple. Il va être passé avec une pince dans les charbons de la forge, il va être remué. On va monter la forge en température à 1200 degrés, la flamme elle est jaune-blanche à peu près, on va laisser la pièce au feu pendant une vingtaine de minutes ou 25 minutes, et puis on va la tremper pour avoir une dureté intéressante, et on va avoir un couteau qui va être entièrement acéré, la lame va être acérée, et ça sera tout à fait efficient. Donc ces trois techniques permettent déjà au bas Moyen-Âge, 14e, 15e, 13e, 14e, 15e même, d'avoir des couteaux dont on reconnaît maintenant la forme. Ils sont proches de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont des tailles, des formes différentes, donc il y a des fonctions différentes, on le sait par l'archéologie. Et puis il y a des décors, le manche il est en bois, en os, en ivoire, décoré, et puis en matériaux précieux ou semi-précieux. Et les plus beaux de ces couteaux sont posés sur les tables du pouvoir, les tables des princes. Alors, on a un texte fondateur dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, qui est le livre des métiers d'Étienne Boileau. Étienne Boileau, il est prévôt de Paris, et il rassemble les corporations des métiers pour mettre par écrit, puisqu'il est chargé, cet Étienne Boileau, de la police, de la justice et des impôts, on va dire, de contrôler les impôts pour le nom du roi. Eh bien, il va demander aux corporations de mettre par écrit quels sont leurs règlements pour avoir une base de travail, pour savoir qui fait quoi et dans quelles sont les règles, les interdictions et les autorisations. Et dans l'article 16, vous avez les fèves couteliers de Paris qui ont effectivement leurs interdictions de travailler le soir, la nuit, le jour de certaines fêtes. Et puis des autorisations, par exemple, le maître coutelier peut produire et vendre sa production, il peut avoir 2 apprentis, etc. À partir de là, vous avez 2 éléments, un diachronique et un synchronique, qui vont apparaître. L'élément diachronique, c'est que la forge elle est organisée, j'allais presque dire hiérarchisée. Vous avez le maître artisan forgeron, coutelier, qui va avoir un apprenti et un compagnon, plutôt un compagnon et un apprenti. Il ne va pas les garder plus de 6 ans, et il est en mesure, il doit leur apprendre tout ce qu'il sait. C'est-à-dire qu'il y a une transmission des savoirs qui est organisée. Et puis, les forgerons se connaissent à Paris en 1300, ils sont 23. Donc ils se connaissent et il y a une sorte d'émulation, ils essayent de monter en qualité leur production parce que celui qui monte en qualité, il va vendre, donc il va faire fructifier son commerce. Et puis vous avez un élément synchronique qui est le fait que les corporations se sont aperçues qu'en nombre, ils étaient plus forts, donc ils s'organisent. Et dans les grandes villes, les couteliers, je parle des fèves couteliers, ils vont élire 4 d'entre eux, 4 personnes qui sont maîtres couteliers, et qui vont jurer de faire respecter les règlements que vous avez là à l'ensemble des maîtres couteliers de la ville. Ces couteliers sont réunis dans ce qu'on appelle une jurande. Et cette jurande, elle a des pouvoirs importants. C'est elle qui reçoit les maîtres couteliers qui les installent, c'est elle qui va dans les forges et discute avec les forgerons, et c'est elle qui contrôle la production et qui regarde si les couteaux sont bien forgés, si l'acier n'est pas fendu, si le tranchant est bien poli. Et les productions qui ne sont pas conformes à ce qu'on pourrait en attendre en qualité, eh bien, sont saisies et détruites en place publique. Donc il y a de plus en plus de couteaux qui sont produits au XVIe et XVIIe siècle, et ces couteaux sont portés par des marchands, des commerçants, des artisans, des bourgeois, qui les portent à la ceinture, il n'y a pas encore de poche, ils les portent suspendus par une petite chaînette ou alors par un étui attaché avec un lien de cuir à la ceinture. Selon la profession, le couteau sert à faire un petit peu de tout en rapport avec la profession, mais à tout le monde, à tous ces gens-là, ce couteau sert aussi pour s'alimenter. Donc on le retrouve dans les lieux de restauration. J'ose pas encore parler de restaurant parce que c'est encore notre problème, mais dans les lieux de restauration, les tavernes, etc., on va sortir le couteau pour manger un morceau. Malheureusement, les gens qui n'ont plus de mots, plus d'arguments, plus d'idées à faire valoir sortent leur dernier argument qui est le couteau. Et quand ils l'ont sur eux, ça dégénère et l'insécurité monte à Paris comme dans les grandes villes de province. Cette insécurité remonte aux oreilles du roi Louis XIV, qui disent plus possible, il faut réagir, c'est toujours des couteaux, machin. Donc il fait une ordonnance, et cette ordonnance, elle est prise en 1688. Il interdit les couteaux pointus, il interdit aux forgerons de forger des couteaux pointus, il interdit aux responsables des établissements de restauration de poser des couteaux pointus sur les tables.
Mais cette ordonnance, elle n'est pas très observée. Donc en 1699, Louis XIV va faire un édit à Saint-Germain-en-Laye, et cet édit va faire une petite liste des blessures faites par arme blanche, de la moins grave à la plus grave, avec en regard les peines qui sont consécutives à ces blessures. Et là, puisque le prévôt de Paris a des pouvoirs de police et de justice, cet édit va être plutôt observé. Et alors, il se trouve que par une coïncidence de l'histoire, vous avez la fourchette qui est utilisée à la fin du XVIe siècle à la cour de France, à la cour des Médicis. Cette fourchette, elle a 2 dents longues, parallèles, rectilignes surtout, et très pointues. Ça fait penser à ces fourchettes diapason que vous connaissez. C'est un peu la même chose. C'est extrêmement dangereux en fait. Et donc les aristocrates, les gens fortunés, les gens de pouvoir, ils prennent cette fourchette, parce qu'elle n'est que sur ces tables-là, ils prennent des aliments, ils s'y reprennent à 3 ou 4 fois, parce que l'aliment il retombe à chaque fois, et donc il faut faire un petit geste technique pour porter l'aliment en bouche, et au risque de se blesser, le gober. En réalité, ce n'est pas très pratique. Ça a été critiqué, contesté, il y a eu des moqueries là-dessus, bon, très bien. Et fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, c'est l'époque où la fourchette cambre ses fourchons. C'est-à-dire que les fourchons diminuent, passent de 2 à 3 et puis à 4, ils s'élargissent, et les fourchons se cambrent à la manière de la cambrure de la cuillère. Alors ça vous paraît pas important, et puis ça passe sous les radars. Il y a beaucoup d'études qui parlent de la fourchette avec un certain darwinisme, comme si la fourchette, elle passe de la période romaine à la période actuelle sans grand changement. En réalité, c'est pas ça du tout. Au XVIIe siècle, cette courbure de la fourchette, elle change considérablement les choses parce que les attitudes sont plus les mêmes, c'est plus le même geste. On prend la fourchette maintenant horizontalement et on porte l'aliment à la bouche. Puis autre chose, c'est que maintenant, on a vu que le couteau a perdu sa pointe, mais il conserve son tranchant. La fourchette, elle peut piquer et elle aide à amener la nourriture solide à la bouche. Et la cuillère amène la nourriture liquide à la bouche. Donc à partir du XVIIe siècle, on s'aperçoit de la complémentarité de ces 3 ustensiles, couteau, fourchette et cuillère, et ils vont désormais être posés ensemble sur les tables. Et alors évidemment, on ne s'alimente pas de la même manière et pas avec les mêmes gestes. Et alors à la cour de Bourgogne, il y a un petit garçon qui s'appelle Henri et qu'on doit éduquer. Et donc un parent à lui, à la cour de Bourgogne, est ami avec Erasme de Rotterdam et demande à Erasme de faire un petit traité pour éduquer cet enfant. Malheureusement, cet enfant meurt, je crois que vers 13 ans, il me semble, le petit Henri. Et par contre, le traité est intéressant parce qu'il y a plein de conseils dedans, conseils de comportement, y compris ceux de la table. Et dans ce traité de civilité, qu'on appelle le traité de civilité puérile, qui est paru en 1530, Erasme dit voilà, c'est pas bien de prendre la fourchette pour piquer le plus gros morceau dans le plat et le ramener à soi. C'est pas bien de se moucher dans la nappe ou de cracher par terre, etc. Donc il y a des comportements de table qui commencent à apparaître à cette époque-là, au milieu du XVIe siècle, et qui vont être observés par les élites, les classes de pouvoir. Et ces classes de pouvoir vont considérer que ces comportements de table les dissocient du reste de la population. Il n'y a pas grand mal, parce que le reste de la population mange avec les doigts, quand la majorité des Français ne mangent pas de viande et n'ont pas de fourchette. Mais ça reste un privilège des élites, ces comportements-là. Et ce livre de civilité va être sans cesse republié, et à chaque republication, il y aura des ajouts d'interdiction. Il ne faudra plus prêter son verre, il ne faudra plus faire ci ou faire ça. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a une évolution depuis le XVIe siècle des comportements de table. C'est ce que souligne d'ailleurs Norbert Elias. Alors, le siècle de Louis XIV ne connaît pas de grands changements sur ce sujet. Louis XIV ne s'intéresse pas trop d'ailleurs à la fourchette. Par contre, l'époque de Louis XIV, c'est une époque où la France est ruinée par les guerres. Et Louis XIV constate que Versailles lui coûte très cher. Le pouvoir du roi doit se montrer par un luxe ostentatoire. Et ce luxe coûte très cher, puisque nous, on n'a pas d'industrie de luxe en France. Et on importe d'Italie des miroirs, du verre, d'Allemagne des porcelaines, des textiles de Flandre, etc. Et ça coûte très très cher. Donc Louis XIV charge Colbert de créer une industrie du luxe en France. Colbert y parvient en ramenant un tas de techniques, de savoir-faire, de métiers en France, y compris les artisans. Et la cerise sur le gâteau, c'est en 1768, quand on découvre du kaolin à Saint-Thierry-Aix-la-Perche. Ce sont les femmes qui font la lessive à l'époque.
qui utilisent ce kaolin pour laver leur linge au lavoir. Et ça intéresse les chimistes qui se disent tiens, c'est intéressant, c'est une argile qu'on ne connaissait pas mais qu'on cherchait, et puis elle est analysée, et puis elle intéresse des manufactures comme Limoges ou Sèvres, et ces manufactures de Limoges ou Sèvres, à partir de 1769-70, vont faire des porcelaines dures et fines qui vont être décorées de manière extraordinairement magnifique par Sèvres, au point que Sèvres va attirer l'attention du pouvoir et que les liens entre le pouvoir et Sèvres ne vont plus cesser jusqu'à nos jours. C'est Sèvres qui va fournir les tables du pouvoir. Alors, sous Louis XV, on a des décors de table intéressants. Par exemple, le cristal que vous avez, c'est un cristal. Le cristal, c'est du verre au plomb. Il apparaît sous Louis XV, c'est du cristal Saint-Louis. Et puis surtout, sous Louis XVI, vous avez des tables magnifiques. Et la personne qui va s'asseoir à ces tables, c'est soit un diplomate, soit un ambassadeur, soit quelqu'un qui a une responsabilité politique. Autrement dit, c'est quelqu'un qui sait et qui comprend. Alors, il sait quoi ? Ben, il sait qu'un ennemi ou quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas encore déjeuné. Et puis il sait aussi que s'asseoir à une table du pouvoir, c'est peut-être prolonger une période de paix ou en tout cas éviter de faire une guerre. C'est déjà beaucoup. Et puis il va comprendre, cet invité, que son hôte, il maîtrise les arts du feu, il maîtrise les arts de la céramique, on l'a vu, les arts du verre, les arts du métal, de l'orfèvrerie, les arts de la gastronomie, puisque les cuisiniers vont lui servir des mets délicieux. Et puis il y a le non-dit, c'est que le dernier des arts du feu, qui ne figure pas sur cette table, mais que tout le monde a dans un coin de la tête, c'est l'art militaire. Et ces tables du pouvoir, à partir de cette période-là, vont avoir de plus en plus d'importance. Alors au XIXe siècle, on a la découverte des alliages. Je ne peux pas malheureusement m'étendre sur le sujet, mais la découverte des alliages est très importante parce qu'elle va permettre de fabriquer en quantité des objets en série. Donc ça va faire diminuer les coûts. Alors ça va avoir un impact à la fois sur la bourgeoisie et sur la population rurale, on va dire. Sur la bourgeoisie, vous avez énormément des amphitryon, des gourmets, des bourgeois, des aristocrates, des gens de pouvoir qui vont faire fabriquer des petites spatules, des cuillères, des louches, un tas de fourchettes, de couteaux pour embellir leur table, et ça va ressembler à l'argenterie et ça va donner des tables superbes. Et puis, dans les campagnes, les usines qui vont fabriquer ces objets en alliage vont les proposer aux quincailleries, aux foires, aux marchés, qui vont les vendre aux populations. Et les populations vont, à partir de là, commencer à construire leurs tables. Et on va dresser les tables au XIXe siècle et on va avoir le couteau qui va prendre de plus en plus d'importance dans les cuisines comme sur les tables. Et ce couteau, il est partout, il est important. Là, vous avez l'exemple d'un repas de noces en Normandie où la société un peu riche des campagnes va imiter la bourgeoisie des villes, va faire des tables nappées, va servir du vin dans du cristal. Vous avez des plats aussi en céramique. Bon. Et le couteau que vous avez en premier plan, il tient une place importante parce que ce couteau-là, il permet de trancher des rôtis, des gigots, des poulardes, etc. Donc des mets délicats. Et il est surtout, sur le plan anthropologique, intéressant parce que le couteau, il sépare, c'est-à-dire que c'est le partage. Et le couteau, au XIXe siècle, réussit ce tour de force. Alors je vais y associer par gentillesse la cuillère et la fourchette. Mais le couteau, le tranchant du couteau, réussit ce tour de force de transformer un acte vital qui est celui de s'alimenter en un acte culturel et social qui est celui de la rencontre, du partage, de l'échange, de la convivialité dans ces repas gastronomiques. Et c'est ce qui a été remarqué puisque le repas gastronomique a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010. Alors, on a sur la Révolution française d'autres conséquences. Celle des deux lois de juin 1791, les lois Le Chapelier qui suppriment les corporations. Il ne faut plus avoir d'intermédiaire entre le peuple et l'État et qui permettent les libertés d'entreprendre et de commercer. À partir de là, un certain nombre de personnes qui veulent devenir forgerons vont le faire, ils vont se former et ils vont devenir forgerons. Des forgerons ou des ferblantiers qui veulent devenir couteliers vont le faire et un certain nombre de couteliers vont s'installer partout en France. Alors, il ne faut pas penser, là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, il ne faut pas penser qu'il faut un grand couteau pour faire la cuisine. Je sais que le symbole, l'archétype du cuisinier, c'est le grand couteau, mais avec un petit couteau, ce qu'on appelle le couteau d'office aujourd'hui, entre 12 et 15 cm de longueur de lame, on arrive à faire déjà beaucoup de choses.
Et à cette époque-là, le couteau, c'est un instrument qui est cher, et vous avez des petites lames. Monsieur Jean Ladoire, qui est forgeron coutelier taillandier à Épargne, en Charente-Maritime, fait des techniques médiévales et contemporaines et nous montre ici comment on forge un petit couteau. Ce petit couteau est très bien fait, vous lui ajoutez un manche, et là, la personne qui va l'acheter peut tout faire avec, tous les types de cuisine, préparer ce qu'elle veut avec. Et c'est ça qu'on recherche dans un couteau, c'est l'efficience et la polyvalence. Alors, dans des grandes villes comme Thiers ou Saint-Étienne, qui bénéficient déjà de ressources naturelles comme le bois pour alimenter les forges, ou les rivières pour faire tourner les meules d'aiguisage ou les martinets, vous avez des usines qui vont s'installer, des coutelleries. Vous avez l'exemple de Thiers ici. Ces coutelleries vont fabriquer énormément d'objets, et ils vont les fabriquer au point qu'elles vont même servir des différentes régions de France. Vous avez des types de couteaux différents. Vous avez le garonnais, vous avez l'alsacien, vous avez le rouennais, vous avez le couteau de Thiers. Ça va créer une typologie des régions qui va se disséminer à droite et à gauche dans tout le pays. Et puis vous avez, en plus de cela, dans la ville de Thiers, des forgerons couteliers qui travaillent à leur compte et qui sont là depuis longtemps. Et vous avez en 1750, pour vous donner un ordre d'idée, environ 500 couteliers à Thiers, dont 106 font des couteaux de table. C'est-à-dire tout le reste font des couteaux destinés aux gens des campagnes. Et ces couteaux pour les gens des campagnes, c'est quoi ? Les voilà. Alors vous avez la chance de voir ici un couteau de 1860, le premier de l'image. Il se différencie en quoi des couteaux des villes, ces couteaux-là ? En ville, quand vous allez au restaurant ou chez un ami ou à table, vous avez le couteau qui vous attend posé près de l'assiette avec les couverts. Vous déjeunez, puis quand vous avez fini de déjeuner, vous partez, vous laissez le couteau sur la table. Et puis si le couteau se casse ou se perd, il n'y a pas beaucoup d'importance. Par contre, dans les campagnes, le couteau pliant, il se met dans la poche. Maintenant, on a des poches. Et l'utilisateur va le garder sur lui mais toute la journée et puis pendant des années. C'est son couteau. Et en général, alors c'est une règle qui n'est pas écrite, mais en général, tout le monde sait dans les campagnes qu'un couteau, ça ne se prête pas. C'est mon couteau et je ne te le prêterai pas. Et on le personnalise. Anthropologiquement, il y a un lien entre l'utilisateur et l'objet par les marques que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez le petit T sur le manche du premier couteau, et les manches de deux autres couteaux sont sculptées. Et ça montre ce lien de personnalisation entre l'utilisateur et l'objet. Et alors, l'utilisateur ne tient pas seulement qu'à la forme du couteau. Pour certains utilisateurs, le couteau a une âme. C'est un peu fort de parler comme ça, mais le couteau représente vraiment quelque chose. C'est pas qu'un objet, c'est plus qu'un objet. Au point que quand le couteau il a la lame qui casse, l'utilisateur va essayer de faire recouper cette lame et puis la faire retailler de sorte à former un nouvel instrument. Alors, il n'y aura plus la même forme, il n'y aura plus la même fonction, mais l'utilisateur aura réussi à sauver la vie de son objet et à lui prolonger l'existence. Et ça compte. Alors, je vais poser une petite question qui pique pour les scientifiques. Quid de la typologie avec ce genre d'outils ? Parce que les typologies, en général, c'est bien carré, c'est bien ordonné. Et là, moi, je suis pas contre les typologies, mais j'aime bien qu'on associe à la typologie des questions du style comment et pourquoi on a forgé cet outil ou ce couteau, et comment et pourquoi on utilise cet outil ou on utilise ce couteau. Ça enrichit la typologie et les questions qu'on peut se poser sur les outils. Alors, vous avez, dans la première moitié du XXe siècle, les deux drames qu'on connaît, les deux guerres, avec donc une perte considérable au champ d'honneur, des forgerons, des couteliers qui ne sont pas revenus, puis d'autres qui sont revenus handicapés, qui malheureusement n'ont pas pu continuer leur travail. Je traduis ça par une perte énorme de savoir et de savoir-faire qu'il a fallu retrouver. Et dans la deuxième partie du XXe siècle et dans le premier quart du XXIe siècle, puisqu'on est déjà en 2026, vous avez des forgerons qui sont animés par une passion viscérale, une véritable passion du métier, qui rallument les forges et qui essayent de retrouver les techniques anciennes et de travailler. Je cite la taillanderie Maison Luquet, qui s'est installée à Esbach-au-Val, dans le Haut-Rhin, qui est spécialiste dans les haches, les hachettes, les marteaux, les baramines, etc., un certain nombre d'outils. Et cette taillanderie Luquet, elle est l'une des 5 à avoir été retenue par le gouvernement français pour fabriquer des haches qui sont données aux charpentiers pour refaire les charpentes de Notre-Dame. Donc les autres taillandiers travaillent très bien, mais je ne peux pas ignorer que ces 5-là
ont quand même une reconnaissance de leur activité au niveau de la taillanderie et de la forge. Alors la maison Luquet, elle ne se contente pas d'avoir un savoir, elle va aussi essayer de le transmettre, c'est-à-dire de chercher l'enrichissement par la transmission des savoirs, par le biais de stages qui vont être proposés à des apprentis forgerons, à des artisans, à ceux qui s'intéressent au métal, à la forge du métal et à la coutellerie. Là, c'est des exemples de couteaux en Damas. Le Damas, c'est une association de plaques d'acier et de fer qui sont soudées ensemble et qui donnent cette configuration particulière à la lame. Pour parler du tranchant, je dois vous parler très rapidement de la pierre. Il y a deux sortes de pierres en fonction des grains. Il y a les pierres à gros grains qui sont entre 300 et 3000 grains au centimètre carré, qui éliminent un peu de matière et refont le tranchant. Et puis les pierres à affiler, qui sont entre 3000 et 10 000 grains au centimètre carré. C'est des pierres très 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 fines, on dirait du marbre presque, qui servent à polir, à affiler le tranchant. Monsieur Jérémy Roger, qui est forgeron à Claye-Lantriève, utilise ce genre de pierre pour polir son tranchant. Et le tranchant des haches, c'est un tranchant qui est, enfin, on dirait des rasoirs, quoi. C'est extrêmement impressionnant. Alors en conclusion, j'aurais pu vous parler du futur du tranchant ou du tranchant du futur, mais je ne vous aurais rien appris. Et puis, c'est pas très intéressant en réalité. Donc je préfère revenir sur Jérémy Roger, forgeron maître artisan taillandier de l'atelier Lette à Claye-Lantriève, en Isère. Cette personne, elle a été l'objet d'un documentaire. Alors, en principe, je ne le fais jamais, mais là, je vais le faire. Il faudrait aller sous YouTube, taper Jérémy Roger taillandier. Vous allez tomber sur un documentaire que je trouve remarquable, fait par M. Brian Ejarc pour l'Archipel, qui met en valeur cet artisanat de la forge à travers l'activité de M. Jérémy Roger. Et M. Jérémy Roger, dans ce documentaire, c'est la raison pour laquelle, si vous le voyez, cette conclusion vous sera d'une autre substance, parce que vous comprenez plus de choses. Et M. Jérémy Roger, dans ce documentaire, vous parle des gestes. Là, vous avez sur cette image un geste complexe, c'est-à-dire qui fait travailler ses épaules, ses bras, ses jambes, ses pieds. Ce geste complexe nous rappelle un article de Marcel Mauss en 1936 sur les techniques du corps, où Marcel Mauss, le sociologue, nous dit on apprend quand on est enfant à faire des gestes et on les a toute notre vie, des gestes pour marcher, pour courir, etc. Marcel Mauss a raison. Mais Pierre Bourdieu, un peu après, il nous dit oui, mais les artisans aussi ont des gestes. Et ces gestes d'artisans, il faut en tenir compte. Pierre Bourdieu a raison. Et puis après Pierre Bourdieu, vous avez Maurice Merleau-Ponty qui vous dit « Oui, mais il y a des gestes qu'on peut expliquer et puis des gestes intuitifs qu'on n'explique pas et qui se font quand même. » Et Jérémy Roger, quand il a la lucidité et l'intelligence de parler de son métier, il en parle avec un certain recul qui traduit en fait ce qu'ont dit ces trois personnes, Mauss, Bourdieu et Merleau-Ponty. Et puis Jérémy Roger, il a un rapport à la matière qui est extrêmement particulier, de l'ordre presque de l'intime. C'est tactile, sensoriel. Et vous avez, par exemple, le fer qui va changer de couleur avec les montées et descentes en température. Et il faut le percevoir, il faut agir au moment où la température est la bonne. Et puis vous avez aussi le fait que l'atelier a une sorte de cartographie qui n'est pas visible, mais que lui connaît bien, c'est-à-dire qu'il sait où pose sa lime, son couteau, il sait où il pose ses pierres, il va les chercher, puis il se déplace d'une certaine manière. Et il me fait penser, Jérémy Roger, à Bernard Solon, que j'avais connu à Orléans. Bernard Solon se déplaçait de l'enclume à la forge, de la forge au bac de trempe, du bac de trempe à la meule. Et il n'économisait pas ses gestes, mais il appelait ça une rationalisation du geste. Et ça montre qu'on maîtrise son espace. Et puis, il y a aussi une maîtrise de l'espace à l'extérieur de la forge. Quand M. Roger va chercher son bois dans les forêts avec ses copains bûcherons, et puis ou ses pierres à aiguiser dans les montagnes. Et puis Roger, il va aussi tenir compte du temps. Et le temps, le passé, le présent et le futur. Alors le passé, il va prendre du vieux fer, il va essayer de le forger à l'ancienne pour retrouver ses techniques anciennes. Et puis au présent, le documentaire que je vous ai conseillé de regarder vous montrera comment au présent il gère sa forge. Et puis dans le futur, Jérémy Roger, il sait qu'il a beaucoup d'énergie qui est utilisée dans sa forge, que forger demande de l'énergie. Et il sait que, comme toutes les jeunes générations, qu'il y a une empreinte carbone et que cette empreinte carbone, elle est là, mais il demande à le relativiser par rapport à la durée de vie de l'outil. Il a des outils qui vont durer 300 ans, il dit d'accord, j'ai une empreinte carbone, mais si vous la relativisez par rapport à la durée de vie de l'outil, c'est plus la même et c'est plus les mêmes calculs qu'il faut faire. Je trouve que c'est une remarque intelligente et qu'il faut prendre en compte. Alors en conclusion, puisque je vais arriver à conclure,
Je vais vous poser une question. Et cette question, c'est la suivante. Dans 400 ans d'ici, quand un archéologue va découvrir un outil en fer avec un tranchant portant l'estampe de l'atelier Lett, donc forgé par Jérémy Roger, compte tenu de tout ce qu'on vient de voir sur la maîtrise des gestes, la maîtrise des matériaux, la maîtrise du temps et de l'espace par M. Jérémy Roger, eh bien, qu'est-ce que cet archéologue du futur pourra bien dire sur l'outil qu'il a en main? Voilà, je vous remercie. Non, c'est bon, il faut juste le brancher. Merci beaucoup de cette fresque historique du tranchant, avec moi ce que je retiens comme point saillant, si je puis dire, ou piquant, c'est le rapport au corps, hein, le rapport au corps qui est selon les époques, et donc le rapport au corps en tant qu'utilisateur, mais aussi le rapport à la nourriture. Et j'aurais peut-être une question, surtout à côté d'un coutelier, qui sera peut-être un peu provocante, mais qui peut aussi être intéressante à se poser, à réfléchir ensemble. En gros, est-ce que le couteau a-t-il un avenir? Pourquoi je pose la question? Évidemment, non, je pense que oui. Hein. Pourquoi je pose la question? Parce que quand on voit les nouvelles pratiques alimentaires qui fait disparaître les couverts, on mange de plus en plus du pâteux ou du liquide, on mange de plus en plus avec les mains, toutes les street food et autres. On a fait disparaître avec la société de consommation, on est rentré dans ce que, alors je ne me rappelle plus le nom de ces chercheurs appelés les objets liquides, c'est-à-dire les objets qui n'ont plus d'identité, c'est les objets en plastique. Un objet en plastique ne tranche pas, un couteau en plastique il pousse, on coupe pas. Du coup, on peut se poser la question, avec justement cette ère numérique qui nous submerge, est-ce que le couteau, donc en gros les couverts, est-ce que la pratique de la mangeaille, comme vous disiez tout à l'heure, a-t-il un avenir? On n'a pas longtemps. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Je pense que le couteau en tant que tel a un avenir, oui, mais pas à la même place que celui qu'il occupait jusqu'à maintenant. Je compare souvent la coutellerie que mes collègues et moi-même pratiquons à, on va dire, la place de la montre de collection dans la société. Plus personne n'a besoin d'avoir une montre au poignet, parce que l'heure est affichée partout et on a des téléphones, voilà. Mais on aime avoir une jolie montre et je pense que le couteau, déjà en tant qu'objet de collection, a toujours un avenir. Je pense également que le couteau en tant qu'outil pour les professionnels un peu spécialisés a également toujours un avenir. En tous les cas, tant que les métiers qui les utilisent ne sont pas réformés comme nos habitudes du quotidien. Pascal, vous vouliez réagir? Oui, le couteau a un avenir pour moi aussi, sauf qu'il y a des lois qui sont arrivées entre-temps, et ces lois interdisent aujourd'hui le port des couteaux, sauf circonstances particulières. C'est-à-dire qu'un professionnel peut porter un couteau dans la rue, mais il doit l'avoir emballé, mis dans un sac. Le couteau ne peut pas être porté dans la poche, ne peut plus être porté dans la poche depuis les dernières lois, et c'est considéré en fait comme une arme, hein, et ça dépend de la longueur de la lame en tout cas. Donc il y a déjà une première difficulté pour porter ces couteaux pliants, et donc les collectionneurs qui s'intéressent, les amateurs de couteaux ont des difficultés pour les porter. Après, oui, ils les collectionnent toujours, ils sont à la recherche de la belle pièce. Ça, ce sont les couteaux de collection. Après, pour les repas, puisque le couteau, effectivement, il est lié au repas, l'évolution fait qu'aujourd'hui, on s'alimente beaucoup avec les doigts, évidemment. Et c'est un changement majeur de notre époque. Après, on ne peut pas enlever les tables de la gastronomie, on ne peut pas les supprimer, parce que ça fait partie de la tradition et du savoir-faire et de la gastronomie. Et ce sont des
des marques de notre patrimoine en réalité. Et je ne pense pas à leur disparition. Je pense au contraire qu'il faut transmettre ce patrimoine, la manière de servir des couverts, des ustensiles autour de table et continuer cette tradition. Donc le couteau, son avenir est peut-être incertain, mais je ne pense pas qu'il soit en voie de disparition, quoi. Non, je vous rassure, c'était une provocation, je n'y crois pas non plus, mais bon, c'est une manière aussi de se poser la question que le couteau n'est pas qu'un ustensile, il est la prolongation d'un corps et la prolongation plus que d'un geste. C'est la geste presque, on se raconte une histoire. Y a-t-il des réactions dans la salle? Non? Oui? Micro, on vous apporte un micro. Vous me disiez il est interdit d'avoir un couteau maintenant dans la poche. Vous dites qu'il y a une loi qui interdit d'avoir un couteau dans la poche? Oui, absolument. Ce sont des lois sur les armes blanches. À partir de quelle taille? C'est pas une question de taille en fait, c'est une question de à plus de 10 cm, évidemment ça sera interdit. Mais les couteaux pliants déjà sont réglementés, oui. Alors il y a une tolérance pour ceux qui vont collectionner ou qui vont aller à la pêche ou qui vont aller à la chasse, qui ont besoin de ce couteau-là. Mais en général, c'est plutôt mal vu d'avoir un couteau dans la poche, oui. Nous avons subi des attaques terroristes avec des couteaux, donc c'est le problème. Y a-t-il une autre question? Non? Donc on passe on fait une petite pause et puis on passe à l'intervenant suivant. Donc après Pascal Régnier qui nous a fait une fresque sur le couteau, on enchaîne avec Robin Gagachian qui va nous faire rentrer dans le métier et justement nous parler de l'avenir du couteau. Eh bien, bonsoir, merci de me recevoir. Je suis un peu nerveux, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole de manière sérieuse. D'habitude, je fais rire mon auditoire. Là, il faut dire des choses vraies et tout, c'est un peu compliqué. Nous faire rire. Hein. Je ne sais pas si ça... Bon, on verra si j'y arrive. Donc, petite présentation en somme de qui je suis et de ce qu'est mon entreprise et le contexte au final d'une entreprise comme la mienne aujourd'hui. Je vais commencer par expliquer un peu quelle forme prend mon entreprise. Factuellement, aujourd'hui, je fabrique des couteaux de manière... on va dire 100% artisanal, mais le curseur est compliqué à placer puisque j'achète des aciers industriels faits en industrie que je transforme entièrement à l'atelier. Et donc, c'est à partir d'une matière première brute que je fabrique mes pièces. Je propose aussi des ateliers découvertes pour les gens qui souhaiteraient s'initier à la coutellerie. Et j'assure également la réparation et l'entretien des couteaux qui me sont apportés. Je me suis spécialisé dans la coutellerie de cuisine il y a peu. Auparavant, donc pendant les 9 années qui ont précédé, je faisais un petit peu tout, puisque mon désir était d'abord d'explorer ce monde qui me passionnait. Et au bout de 9 ans, on va dire, à me chercher très méchamment, j'ai décidé de prendre un chemin et de m'engager à fond là-dedans. Donc, c'est cette entreprise que j'ai créée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette entreprise que j'ai créée en juin 2016, j'y suis arrivé par des voies un peu détournées, puisque je suis d'abord passé par la mécanique aéronautique, la charpente dans le bâtiment, ainsi que le milieu nautique dans le monde de la voile. Pour monter donc au final cette entreprise de manière très intelligente, à savoir sans savoir faire un couteau et sans savoir gérer une entreprise.
J'ai donc appris un peu à mes dépens, mais surtout avec beaucoup de passion, à faire mon métier et à gérer une entreprise, ce qui en soi de base est un métier. Et on dit beaucoup que les artisans indépendants doivent savoir faire plusieurs métiers quand ils gèrent une entreprise, et c'est effectivement le cas. Il faut que je sois artisan, chef d'entreprise, commercial, et j'en passe. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Dans les 10 dernières années, au final, il y a eu quelques points marquants dans ma carrière, et notamment le premier phénomène très marquant qui m'est arrivé, c'est de postuler donc pour devenir lauréat à la fondation d'entreprise de la Banque Populaire, qui, au titre des métiers d'art et au service d'un certain projet ou d'une certaine cause, va apporter un soutien financier aux artisans qui demandent cette dotation. Et ma demande à la base, puisque je n'ai pas fait d'école de coutellerie, que je me suis formé en tant que passionné sur le tas au contact d'autres passionnés et d'autres artisans, c'était de financer mon cheminement personnel vers l'acquisition de 2 diplômes. Je n'en ai qu'un sur les 2 pour le moment, mais de 2 diplômes qui sont des diplômes américains. Américains parce que l'école associative qui décerne ces diplômes est basée aux États-Unis, et donc que la American Bladesmith Society, il faut le prononcer dans sa moustache, pour les gens qui n'ont pas de moustache, vous pouvez mettre votre main devant la bouche comme ça, et donc la Société américaine des forgerons couteliers est une école qui promeut la libre circulation du savoir-faire, ainsi que la bienveillance entre leurs membres. Donc ça, c'est quelque chose de fantastique. Je peux envoyer un message à n'importe quel adhérent à travers le monde de cette association, et si cette personne m'envoie paître d'une manière peu polie, dans la logique, je pourrais m'en plaindre, et cette personne serait sanctionnée, ce qui oblige chaque personne adhérant à cette association à s'entraider. Et pour moi, ça a été d'une utilité fabuleuse, puisque par certains côtés, le savoir-faire est compliqué à acquérir, et quelqu'un qui a fait une avancée majeure pour sa propre personne, avec beaucoup d'efforts, va avoir du mal à donner cet avantage à ses concurrents sans obtenir rétribution en échange, ou tout simplement pour garder une longueur d'avance, ne va pas partager. Or, moi, je suis en contact avec des gens qui sont soit aux États-Unis, soit même en Afrique du Sud, ou même en Australie, et ces gens-là ne me font pas directement concurrence, et inversement, donc le partage du savoir-faire est beaucoup plus aisé à effectuer. Donc ce diplôme, pour lequel j'ai pu travailler grâce au grand soutien de la fondation d'entreprise de la Banque Populaire, comment dire, ça a été un certain accomplissement pour moi, puisque j'avais pris en modèle les gens qui étaient détenteurs de ces diplômes au sein de cette association, puisque le savoir-faire circulant librement, le niveau a énormément monté depuis, je crois, je ne sais plus si c'est les années 70 ou 80 où a été créée cette société. En tout cas, le niveau a très très largement évolué, et donc on a des artisans d'art doués d'un savoir-faire énorme, qui sont et métallurgistes, et forgerons, et couteliers, et graveurs, et lapidaires. Bon, plusieurs métiers artisanaux en un, en plus de gérer l'entreprise, etc. Donc, parmi ces gens que j'ai pris en modèle, il y a
2 personnes en francophonie européenne, donc en France et en Belgique, que j'admirais par-dessus tout et auprès de qui je souhaitais me former. Et c'est ce que m'a permis donc, cette bourse de la Fondation d'entreprise, d'aller me former auprès de ces gens-là. Donc ces gens qui s'appellent Véronique Laurent pour la Belgique et Jean-Louis Régel pour la France. Qui m'ont très gentiment reçu dans leurs ateliers pour m'aider à aller jusqu'à ce premier diplôme qui est le diplôme de Journeyman Bladesmith, encore la moustache, qui en français traduit littéralement signifie compagnon forgeron coutelier, qui est le diplôme juste avant le diplôme de maître. Je ne le prononcerai pas en anglais, qui est le diplôme juste avant le diplôme de maître. Et en somme, je crois qu'à la base, ça servait de repère en interne un petit peu pour réussir à quantifier le savoir-faire dont était détenteur chaque personne. Puisque pour la progression et pour savoir qui est-ce qu'on doit écouter, c'est plus intéressant de savoir de quoi sont capables les gens. On peut de fait savoir quel crédit leur porter. Mais ces diplômes-là ont pris une ampleur et une renommée, je ne vais pas dire inattendue, mais en tous les cas beaucoup plus grande que prévu, sans doute, puisque c'est devenu un phénomène d'ampleur internationale et que donc des gens du monde entier ont commencé à adhérer à la ABS, voilà, c'est l'acronyme de cette association, pour profiter du savoir-faire qui était dispensé et pour donc passer ces diplômes qui sont gages d'une certaine qualité de savoir-faire. On peut être très très bon et ne pas être détenteur de quelques diplômes que ce soit, mais moi ça a été quelque chose de structurant dans le parcours que j'ai voulu adopter dans ma carrière en tous les cas. Et je suis toujours très concentré sur le fait de passer le second diplôme. Cependant, imaginez bien, ce premier diplôme m'a pris environ 200 heures de préparation. Je ne parle pas de la formation, je parle de préparer les épreuves qui en soi se passent en un clin d'œil, puisque c'est à peine quelques heures en tout, mais il a fallu réaliser de multiples couteaux. Et à seule fin de les faire tester par des juges. Et toute cette préparation m'a pris plus de 200 heures. Le diplôme de maître est d'une difficulté sans commune mesure avec ce premier diplôme de compagnon. Et quand on gère une entreprise, il faut aussi voir à la rentabilité économique de cette entreprise. C'est l'un des freins majeurs pour le moment, mais c'est pour ça que j'ai reçu le support de la Fondation d'entreprise de la Banque Populaire, pour m'aider à passer également ce deuxième diplôme. Alors, je me suis fait des petites notes, parce que je ne suis pas habitué à intervenir en public. Un autre événement marquant, on va dire, dans ma carrière, ça a été, grâce à la Chambre des métiers de l'artisanat, de trouver enfin l'atelier de mes rêves. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la majeure partie de mes confrères opèrent depuis chez eux, pour la plupart, ce qui leur donne un certain avantage en nature au final, puisqu'ils n'ont qu'un seul loyer, celui de leur maison ou de leur appartement, et ils n'ont pas nécessairement les charges d'une entreprise artisanale conventionnelle comme aurait un plombier ou un charpentier. Et donc j'avais peu d'exemples de gens qui avaient trouvé un atelier conventionnel à l'extérieur
l'extérieur de chez eux. Ce qui fait que je n'ai pas su trop comment chercher ni sur qui me calquer pour trouver un atelier qui correspondrait bien à mon activité. Et c'est grâce à la Chambre des métiers que j'ai réussi à trouver donc dans la commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu, tout à fait au sud de Nantes, des biens immobiliers qui faisaient l'objet de droits de délaissement, c'est-à-dire que à cause de l'aéroport de Nantes qui devait partir mais qui en fait est resté, il y a des biens immobiliers qui ont été survendus et donc les propriétaires ont été en quelque sorte floués et ont eu le droit de céder leurs biens à l'État au prix du marché, mais le deal c'est que ça ne pouvait plus être des logements. Et donc soit la mairie de Saint-Aignan-de-Grandlieu faisait détruire les bâtiments, et pour une commune qui avait besoin d'un second souffle et d'un nouveau dynamisme, c'était un peu dommage, soit donc ils en faisaient des locaux commerciaux, et la mairie a choisi d'en faire des locaux commerciaux pour des artisans d'art très spécifiquement, ce qui présente de multiples intérêts. Et donc grâce à ça, la ville de Saint-Aignan-de-Grandlieu est en voie depuis quelques années maintenant de se transformer en ville de métiers d'art. Pour le moment, nous ne sommes que 3 parce que les procédures prennent énormément de temps. Ce sont des biens souvent qui méritent quelques transformations et rénovations avant d'être occupés. Et ce n'est qu'une petite commune, mais 2 artisans supplémentaires sont censés nous rejoindre dans pas très longtemps. Et ça, c'est une grande nouvelle parce que on se sent un peu seul. Et surtout, on a un projet associatif de fédération des artisans d'art qui serait dans cette ville de métiers d'art, et des autres artisans d'art si possible dans la même région, c'est-à-dire autour du lac au bord duquel se trouve la ville de Saint-Aignan-de-Grandlieu, qui s'appelle donc le lac de Grandlieu. Sauf qu'à 3, c'est un peu compliqué. C'est mieux, ce serait mieux si on était plus, et c'est en bonne voie pour se réaliser. Donc un grand merci à la ville de Saint-Aignan également, grâce à qui j'arrive à me réaliser un peu mieux à travers mon entreprise, et grâce à ce local j'arrive à mieux me représenter l'évolution de mon entreprise et comment je pourrais la faire grandir et la pérenniser encore mieux. Enfin, dernier, on va dire, phénomène marquant dans ma carrière de coutelier d'art, ça a été, donc, comme j'ai évoqué auparavant, de me spécialiser, puisque auparavant je faisais un peu tout, donc j'étais vraiment efficient en rien, mais l'avantage c'est que je sais faire beaucoup de choses maintenant. Cependant, il a fallu trouver quelque chose pour trouver un secteur d'activité pour se rentabiliser dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est venu en me rendant un peu mieux compte de la réalité de ce qu'est la gestion d'une entreprise, que j'ai appris sur le tas aussi. Et donc cette spécialisation qui m'a été conseillée par un confrère pour qui ça marche excessivement bien de s'être spécialisé. Cette spécialisation est arrivée il y a un peu moins d'1 an, si à peu près 1 an, et c'est de ne faire que de la coutellerie de cuisine, mais de surcroît de la coutellerie de cuisine en acier inoxydable. Alors, peut-être que ça peut paraître anodin comme ça, cependant, les aciers inoxydables sont très compliqués à forger pour des artisans. Quand on travaille de manière artisanale, c'est très empirique, avec peu d'outils de contrôle et de mesure, on va dire. Et pardonnez-moi, il y a quelque chose qui s'affiche.
Et l'acier inoxydable est un acier extrêmement sensible à absolument tout. Il n'aime pas les surchauffes, il n'aime pas les trop grosses déformations d'un seul coup. Il perd ses propriétés chimiques très rapidement sous le coup de la chauffe et donc de l'oxydation qui en découle. C'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus pertinent de faire ça en industrie plutôt qu'en atelier artisanal. Cependant, et c'est ce qui fait que peu de mes collègues, peu de mes confrères se sont attaqués à la forge de l'acier inoxydable. J'en découvre au fur et à mesure que j'en parle autour de moi, parce que je pensais être relativement seul, mais au final, beaucoup plus de gens que ce que je croyais en font, mais ne le crient pas sur les toits. Or, c'est si complexe que ça mérite bien d'être su, et donc je pense qu'ils ont tort de ne pas le dire à tout le monde qu'ils en font. En tout cas, c'est le créneau sur lequel je me suis positionné, crier sur tous les toits que je forge de l'inox, et ça c'est très chouette. C'est une chose qui, du fait que c'est très peu dans la culture de l'artisanat, de la coutellerie forgée en France, m'a donné beaucoup de fil à retordre, puisque j'avais passé les 9 dernières années à apprendre avec les fers et les aciers oxydables au final. Donc la différence majeure, c'est que l'acier inoxydable contient énormément de chrome et les autres en contiennent peu, voire pas. Il a donc fallu que j'appelle à la rescousse mes confrères de la American Bladesmith Society, qui notamment au Québec pratiquent la forge de l'acier inoxydable, et ça m'a vachement aidé pour le début. Cependant, 1 an plus tard, je suis, on va dire, toujours en apprentissage concernant cette spécialisation. Et je tâtonne toujours un petit peu, mais bon, j'ai réussi à maîtriser largement mieux donc cette discipline-là. L'acier inoxydable, évidemment, parce que dans le milieu de la cuisine, on ne peut pas passer son temps à gratter son couteau dès qu'il y a une tache de rouille dessus. Or, la rouille, c'est dangereux parce que les bactéries se mettent dans cet état de surface poreux du matériau, et ça entraîne des ennuis sanitaires à cause de l'infection bactériologique. Donc, ce choix d'aller vers l'acier inoxydable, ça m'a ramené une clientèle qui, au départ, était intéressée par mon travail, était en capacité de se l'offrir, mais n'avait vraiment pas envie de l'entretenir comme ça le nécessitait, on va dire. Et là, l'inox vient solutionner absolument tout. De plus, j'utilise pour les manches des matériaux qui résistent vachement bien aux conditions de la cuisine. Ce qui donne un produit où les gens qui l'aiment et pour qui c'est abordable n'ont plus de questions à se poser. C'est utilisable comme n'importe quel autre couteau, et ça c'est vraiment une grande avancée pour moi. J'ai également dû travailler sur mon offre au final, puisque j'ai dû restreindre l'offre, parce que paradoxalement, plus je proposais de choses ouvertes, moins les gens faisaient leur choix, et il m'est arrivé de devoir travailler quasiment plus longtemps à la conception d'un couteau qu'à la fabrication, ce qui n'a rien de rentable. Donc en restreignant l'offre, j'accrois ma clientèle potentielle au final, et j'ai énormément travaillé aussi sur la géométrie des lames, puisque la majeure partie des couteaux industriels qu'on trouve dans le commerce sont des couteaux qui ont un affûtage symétrique, c'est-à-dire que la pente du tranchant est la même de chaque côté. Là, j'ai travaillé sur des dispositifs tels que vous pouvez voir sur ces couteaux-là, avec une contre-pente sur la partie haute de la lame, qui permet que la nourriture n'adhère quasiment pas à la lame. Et pour un cuisinier, c'est largement irritant d'émincer du légume et que absolument tout reste collé sur le côté de la lame, et on s'en fout partout sur les mains et ça tombe partout autour sur le plan de travail.
avec cette solution-là, qui a été mise à l'épreuve en cuisine professionnelle, on a quelque chose d'intéressant. Il a fallu donc que je propose des styles différents aussi. Donc on a un style relativement rustique avec un aspect que l'on appelle brut de forge, qui au passage, cocorico, est un terme qui est même repris dans le monde anglophone de la coutellerie. Donc c'est très drôle de voir des Américains parler de couteau forgé avec leur jargon anglais et de dire à la fin que ce couteau est brut de forge. Voilà, on rayonne à l'international en France. Ces couteaux-là sont munis d'un manche en bois, donc c'est vraiment pour les gens qui aiment l'outil pur et dur et qui sont moins concentrés sur la valeur esthétique que la valeur pratique de l'outil. Ensuite, j'ai fait une gamme qui donc est très largement inspirée de ce que font mes contemporains aux États-Unis, qui ont fini par recréer une culture esthétique de la coutellerie avec les différents apports qu'il pouvait y avoir à travers le monde, et l'ont au final modernisé et remixé à leur propre goût. Et puisque aujourd'hui c'est un peu moins un travail de production intensive pour nous qu'un travail artistique, alors le côté artistique a pu s'exprimer encore plus librement. Et puisque le nombre de couteliers en activité dans le monde est extrêmement grand au final, alors on a un laboratoire d'innovation encore plus grand, et ça c'est vraiment très appréciable. Et enfin, pour les gens qui sont un peu plus puristes, on a ce qui est très très à la mode en ce moment et qui a l'air d'être un mot magique dans la coutellerie, c'est le couteau japonais. Et alors quand on dit le couteau japonais, tout le monde fait silence, se recueille religieusement et se dit que ce doit être une qualité extraordinaire, alors même que c'est fait au même endroit chez moi, quoi. Mais bon, l'esthétique est vraiment très appréciée, et j'apprécie d'autant plus de la faire que ça plaît. Donc voilà. Et enfin, pour la coopération entre artisans, je suis navré, je n'ai pris qu'une seule photo pas excellente en plus de cette pièce-là. Je travaille en étroite collaboration avec un monsieur qui s'appelle Thomas Braque de la Perrière, qui est artisan graveur, donc près de Nantes, plutôt sur la côte, donc dans la ville de Pornic. Et ce monsieur grave des blasons sur des chevalières en or massif. Le blason ne nécessite pas un gros travail de créativité, c'est très codifié justement, c'est de l'exécution pure et dure. Donc quand je viens le voir avec mes petites pièces à 2 ronds et que je lui demande, que je lui donne carte blanche sur un thème, il est vraiment très heureux de me rendre ce service. Et en l'occurrence, c'est sur cette pièce-là un lingot personnalisable qui est incrusté à l'arrière du manche du couteau et qui, pour ce client, représente un paysage de montagne. Et donc ça donne une idée un peu de la transversalité qu'il peut y avoir entre nos métiers. Dans un monde idéal, je serais capable de faire ça moi-même, mais à la fin, je ne suis pas un surhomme et je ne suis pas encore compétent en gravure, même si j'aimerais beaucoup m'initier. Et c'est en cours d'ailleurs, puisque je peux fréquenter à loisir l'atelier de ce monsieur avec qui je suis bien ami. Donc très très chouette. J'arrive déjà pas mal au bout de ce que je voulais dire, il me semble. Effectivement, c'est la fin du programme. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis très flatté d'avoir été invité et j'espère à une prochaine fois. Merci Robin. Et je vais tout de suite embrayer sur une question parce que au début vous avez parlé vous achetiez votre métal et la question tout de suite qui m'est apparue, y a-t-il des fous qui fabriquent leurs propres métaux et leur propre alliage? Parce que je pense qu'il faut être un peu fou.
Alors, la frontière entre la folie et la passion est souvent très ténue, et notre autre invité pourrait en parler tout aussi bien que moi, je crois, en ce qui concerne de la fabrication des métaux de manière artisanale, je veux dire. Oui, il y a des fous qui fabriquent, des gens très passionnés qui fabriquent leurs propres matériaux ferreux. Ces gens-là, au final, cherchent très très fort les manières les plus avantageuses de procéder. Et une fois qu'ils ont trouvé les manières les plus avantageuses de procéder, ils cherchent très très fort comment faire ça de manière rentable, ce qui, à ma connaissance, n'a pas encore été très bien trouvé en France, puisque si on veut être un ultra parmi les ultras, il faudrait éventuellement également fabriquer son propre charbon de bois pour aller jusqu'au fond du procédé, et éventuellement aller également extraire son minerai de fer soi-même. Donc il y a quelques petits raccourcis qui sont pris par ces gens-là, par exemple de commander par dizaines de tonnes le minerai chez Arcelor, et d'acheter le charbon déjà fait, mais en tout cas, oui. Et il y a plusieurs sortes de production de matériaux ferreux dans la sphère artisanale en France en tout cas. Et donc il y a les méthodes qui ont, si je ne m'abuse, toujours été employées dans la majeure partie du monde depuis le début de l'âge du fer jusqu'à à peu près le XVe siècle. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui est vachement en vogue, c'est la fabrication de l'acier au creuset qui visiblement, par sous contrôle, a pris naissance aux alentours de l'Inde et du Pakistan, et qui s'est diffusé grâce à la ville de Damas à travers le continent eurasien, et qui a été appelé acier de Damas, qu'aujourd'hui on appelle du woods, du mot de la langue des Sikhs qui signifie acier, il me semble. Et donc ce qu'on appelle aujourd'hui Damas n'est pas de l'acier de Damas, mais un feuilletage qui tend à mimer cet acier au creuset qui était fabriqué donc dans cette région du monde et qui a été largement popularisé à travers le continent, il me semble, à peu près au IXe siècle, mais je ne suis pas sûr. Donc oui, il y a tous ces gens-là en France. Bon, merci. Y a-t-il des questions dans la salle sur l'art du couteau ou l'art du tranchant? Moi, j'avais une question. Je voulais savoir quelle est la différence des couteaux américains par rapport aux couteaux français. C'est pas un piège, c'est juste une question de néophyte. Il peut y avoir plusieurs réponses apportées à cette question. La première, la plus simpliste, serait de dire la taille. Les Américains, ils aiment bien les gros trucs. En fait, la Société américaine des forgerons couteliers s'est faite avec la culture du gros couteau de chasse et de camping et d'aventurier, en somme, puisqu'ils ont un couteau national qui s'appelle le Bowie, qui vient de leurs héros nationaux qui s'appelait Jim Bowie. Et sa particularité, je suis navré, je suis très mauvais en histoire de ce côté-là, mais de mon point de vue, sa particularité, c'était d'avoir un très gros couteau. Et donc, il recrée à loisir ce très gros couteau. En tous les cas, aujourd'hui, dans cette sphère de l'artisanat de la coutellerie forgée aux États-Unis, le point d'honneur est mis sur la propreté des finitions et sur l'ajustage entre les pièces. Et majoritairement, ce sont des couteaux à lame fixe, donc ce ne sont pas des couteaux pliants. Ce qui est le plus populaire, ce sont les gros couteaux de camp qui ne se replient pas. Et c'est ça qu'on va plutôt qualifier de couteaux américains. Ils ont une culture du couteau pliant légèrement moins développée que en France et particulièrement dans la région de Thiers finalement. Donc voilà, c'est ça que je dirais. Et puis le look, comme je vous ai dit, qui a été très largement inspiré de ce qui se faisait partout autre part dans le monde et qui a été remixé, remodernisé, remis au goût du jour, quoi. Merci de la précision. Y a-t-il une question?
Moi, j'avais peut-être une dernière question sur les modalités de la vente. Comment vous faites connaître pour vendre? Est-ce que c'est la boutique, de l'Internet, du salon, du démarchage? Parce que c'est une clientèle assez particulière, plutôt de cuisiniers, plutôt de passionnés de cuisine. Donc comment on se fait connaître et comment on arrive à vendre ce genre d'article? Alors, ce genre d'article, déjà, le mode de vente diffère très très largement selon, on va dire, le business model et donc le mode de fabrication du couteau. Et moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis spécialisé dans le couteau de cuisine. C'est que auparavant, j'ai beaucoup fait des salons de la coutellerie. Et les salons de la coutellerie ne m'ont pas apporté ce que j'espérais en termes de visibilité. Et de surcroît, c'est un peu j'appelle ça le star system qui est à l'œuvre là-dedans. C'est que les gens qui vendent le mieux sont ceux qui n'ont pas besoin d'aller en salon, mais ils y vont quand même pour rencontrer leur clientèle en vrai. Donc la vérité, c'est que leurs pièces sont déjà toutes vendues avant même qu'ils arrivent au salon, voire même ils font une tombola pour désigner quel client a le droit d'acheter quel couteau, pour éviter que les clients se chamaillent à leur table. Et les autres sont relativement laissés pour compte, et je crois que j'ai fait partie de ces autres-là, et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de fréquenter les salons de la coutellerie, parce que ça s'adresse à des collectionneurs, et démarcher des collectionneurs, à part en faisant beaucoup de pubs et en allant dans les salons, c'est très compliqué. La méthode que j'essaye d'adopter, donc en faisant des outils pour les professionnels de la cuisine, en vrai tout le monde peut s'en offrir un, c'est juste que j'ai plus de succès parmi les professionnels de la cuisine. Donc en faisant des outils qui s'adressent à ces gens-là, je peux plus facilement les cibler et aller les démarcher. Et donc grâce à ça, j'ai fait la connaissance d'une association qui est d'ampleur européenne, qui s'appelle les Jeunes Restaurateurs d'Europe. Pour entrer dans cette association, il faut être propriétaire du restaurant dans lequel on est chef, et c'est majoritairement des gens très passionnés. Et ces gens-là ont typiquement le profil de ma clientèle. Et c'est la manière dont j'arrive à démarcher, on va dire, les gens qui seraient en capacité de s'offrir mon travail. Il est possible de donner la gamme de prix? La gamme de prix, c'est relativement simple. En plus, je viens d'établir ma grille tarifaire il y a peu, alors je l'ai encore en tête. Ce genre de choses commence aux alentours des 450 €. Et ce genre de choses peut aller, quand on inclut une gravure comme celle-ci, jusqu'aux 1800 et quelques euros. Après, le prix n'a, on va dire, presque pas de limite, puisque j'ai les contacts pour faire rajouter des choses de plus grande valeur sur le couteau, comme la gravure ou l'incrustation de pierre ou autre. Donc voilà. C'est du couteau sur mesure, de toute façon. C'est sur mesure, oui. Les gens viennent me voir comme ils viennent se faire une paire de chaussures ou tailler un costume à ce prix-là. Il y a des costumes qui coûtent moins cher que mes couteaux. Une question encore? Non? Bon, merci infiniment. Et merci à vous. On se retrouve donc pour la thématique des arts de la table. On se retrouvera en novembre. Et je vous souhaite d'ici là un très bon été. Merci à tous et très bonne soirée.